Où se trouve le véritable centre de pouvoir du XXe siècle? Si vous pensez à la Maison Blanche avec son bureau ovale, ou au palais de Buckingham avec ses portes dorées, vous regardez au mauvais endroit. L'histoire véritable ne se forgeait pas dans les couloirs de marbre, ni sous les voûtes des cathédrales. Elle naissait dans une maison en bois grinçante, battue par tous les vents de l'Atlantique, où l'odeur d'eau salée se mêlait à celle des vieux livres et des ambitions dont l'ampleur effrayait même leur créateur. Imaginez la scène. Un ordinaire bardage blanc, noirci par l'humidité, des volets verts qui claquent au vent, une large véranda avec des fauteuils en osier dont la peinture s'est écaillée il y a déjà 10 ans. Cet endroit ressemble à la résidence d'été d'un médecin aisé, mais pas trop riche. Mais c'est précisément ici, à Hyannisport, sur le Cap Cod, qu'a été conçue la dynastie américaine la plus éclatante et la plus tragique. Pourquoi cette modeste maison est-elle devenue la scène d'un drame à l'échelle shakespearienne? Pourquoi précisément ici, sur 6 acres de terre au bord de la baie de Nantucket, le destin d'une nation entière a-t-il été réécrit, puis cruellement rayé? Personne ne savait que derrière la clôture blanche se cachait non pas simplement un nid familial, mais une dure usine de production de leaders, où l'amour était la monnaie et le succès le seul moyen de survivre. L'histoire de cet endroit ne commence pas par un triomphe, mais par une humiliation. Nous sommes en 1926. Joseph Patrick Kennedy, un homme dont la fortune se chiffrait déjà en millions de dollars à l'époque, se tient devant des portes fermées. Il est riche, il est intelligent, il est diablement ambitieux. Parmi ses actifs, une banque, un chantier naval et une carrière naissante à Hollywood. Mais pour l'élite de Boston, pour ceux dont les ancêtres sont arrivés sur le Mayflower, il reste simplement le petit-fils d'un tonnelier irlandais. Un étranger, un parvenu. Quand Joseph a soumis sa candidature pour rejoindre le prestigieux golf club de Cohasset, on lui a refusé l'accès. Ce refus, en apparence une simple contrariété sociale mineure, est devenu la pierre qui a déclenché l'avalanche. Joseph Kennedy n'a pas frappé 2 fois à la porte fermée. Il a pris une décision qui a défini la psychologie de sa famille pour 1 siècle. Si l'élite ne vous laisse pas entrer dans son monde, vous devez construire votre propre monde, qui fera paraître le leur pâle et insignifiant. Il ne lui fallait pas simplement une résidence d'été, il lui fallait une forteresse. Il lui fallait un territoire souverain où ne régneraient que ses lois. En 1928, Joseph et sa femme Rose trouvent ce qu'ils cherchaient. C'était le cottage Malcolm, sur le bord de l'océan, à Hyannisport. La transaction a coûté 25 000 $. Pour comparaison, un ouvrier chez Ford gagnait environ 1 500 $ par an à l'époque. C'était une somme considérable, mais elle ne faisait pas le poids face au palais des Vanderbilt à Newport. Et c'était là tout sens. Joseph Kennedy, un homme qui pouvait acheter n'importe quelle demeure sur la côte, a choisi la modestie architecturale comme arme stratégique. Il a engagé l'architecte bostonien Frank Payne, non pas pour qu'il lui construise Versailles, mais pour qu'il agrandisse la maison tout en préservant sa simplicité trompeuse. Le style qu'ils ont choisi est connu sous le nom de shingle, bardage en bardeau. C'est une architecture qui ne crie pas l'argent, elle murmure la confiance. Mais derrière cette façade se cachait un paradoxe. La maison, qui semblait un refuge contre les tempêtes, était conçue comme un camp d'entraînement avant la grande bataille. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans cette maison dès le début. 17 pièces, 9 salles de bain, mais pas un seul recoin où se cachait du regard omniprésent du patriarche. Les fenêtres donnaient sur l'océan, mais le regard des habitants devait toujours être tourné vers l'horizon, au-delà du visible. Joseph Kennedy n'a pas amené sa famille ici pour se reposer.
Il les a amenés ici pour les isoler des influences extérieures et créer un écosystème unique. Ici, sur cette côte battue par les vents, loin du snobisme des salons bostoniens, il a commencé son grand expériment. Il voulait prouver que le sang des immigrants irlandais pouvait devenir le sang bleu de la nouvelle aristocratie américaine. Mais quand il signait les documents d'achat, quand il posait pour la première fois le pied sur les larges lattes de la véranda, il ne pouvait pas savoir quel prix cette maison exigerait de ses enfants. Il semblait impossible que ces pièces lumineuses, emplies de lumière marine, deviennent un jour les décors de funérailles, d'attaques cérébrales et de désespoir. Il semblait impossible que la pelouse devant la maison devienne la pelouse la plus célèbre du monde, sur laquelle marcheraient des présidents, des sénateurs et des assassins d'espoir. La maison de Yannisport était prête à accueillir ses occupants. La scène était dressée. Les acteurs ne connaissaient pas encore leur rôle, mais le scénario commençait déjà à s'écrire. Et le premier mot n'était pas gloire, mais solitude. Pour comprendre l'architecture de cette maison, il faut d'abord décortiquer l'architecture de l'âme de son propriétaire. Joseph Kennedy était le produit de l'East Boston, un lieu où l'accent irlandais était un stigmate et la foi catholique un obstacle contre lequel se brisaient les rêves. Sa philosophie était simple et cruelle. Le monde n'est pas juste. Donc tu dois être plus fort que le monde, plus intelligent que le monde et plus riche que le monde. L'achat de la maison à Yannisport est devenu son manifeste d'indépendance. En 1929, tandis que le reste de l'Amérique regardait avec horreur le krach de la bourse plongeant le pays dans la Grande Dépression, Kennedy étendait ses possessions. Il a engagé l'architecte Frank Payne avec une tâche claire. La maison devait accueillir non pas simplement une famille, mais un clan. Le résultat de cette rénovation était éloquent. À l'extérieur, la maison restait sobre, presque puritaine. Mais à l'intérieur, elle avait été transformée en une caserne d'élite pour l'éducation des vainqueurs. C'était une vision du monde gravée dans le bois et la pierre. Joseph et sa femme Rose, fille du légendaire maire de Boston, Honey Fitz, ont créé un système qui ne tolérait pas la faiblesse. Rose Kennedy, que l'histoire relègue souvent injustement à l'ombre de son mari flamboyant, était la barre d'acier de ce mécanisme. Elle tenait un fichier sur chacun des 9 enfants, notant leur poids, leur taille et leurs données médicales avec la précision d'un directeur comptable de corporation. Mais le véritable centre de la maison, son hôtel et son champ de bataille, était la table du dîner. Les meubles de la salle à manger étaient simples, mais ce qui s'y déroulait ressemblait à une réunion du conseil de guerre. On n'y discutait pas de la météo, des tenues ou des ragots des voisins. Joseph exigeait des rapports. Que se passe-t-il en Europe? Pourquoi Chamberlain se trompe-t-il? Quel est le cours de la livre sterling? Si un enfant, qu'il s'agisse du grand Joe ou du fragile Jack, ne pouvait pas répondre de manière argumentée, il pouvait être chassé de la table. La nourriture était secondaire. Le plat principal était la domination intellectuelle. Le paradoxe de cette maison résidait dans sa dualité sociale. D'un côté, les Kennedy mimiquaient désespérément l'aristocratie américaine, ces détenteurs d'ancien argent qui avaient rejeté Joseph au golf club. Ils portaient les mêmes vêtements, pratiquaient le même sport de voile, construisaient des maisons dans le même style shaker. Mais de l'autre côté, ils méprisaient la nonchalance décontractée de l'élite. Dans la maison Kennedy, le repos était une forme de travail dur. Si vous alliez nager, vous deviez nager chronométré. Si vous jouiez au touch football sur la célèbre pelouse, c'était une bataille jusqu'au sang et au bleu. Joseph a inculqué à l'esprit de ses fils une axiome dangereuse et destructrice. La deuxième place n'est que le premier perdant. Cette maison ne connaissait pas de pitié pour les outsiders. Chaque détail de l'intérieur, des chambres modestes, presque ascétiques, au sol en bois froid, hurlait la discipline. Il ne construisait pas simplement une résidence d'été. Il construisait une république isolée,
depuis laquelle il comptait assaillir Washington. Et le carburant de cette machine provenait des ambitions des enfants, mêlées à la peur de décevoir le père, qui les observait depuis la véranda, comme un capitaine de navire fonçant sur un iceberg. Mais pour un triomphe final, la force brute et la ténacité irlandaise ne suffisaient pas. À la stratégie de Joseph manquait l'éclat, ce vernis insaisissable de la véritable aristocratie qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent, mais qu'on peut acquérir par le mariage. En 1953, Jacqueline Bouvier entre dans l'histoire. Si les Kennedy étaient une tempête, elle était un calme raffiné. Son apparition à Yannisport n'a pas été simplement une rencontre avec une belle fille, mais la fusion de deux civilisations. Jackie, élevée dans le silence des domaines de Newport et des Hamptons, fut choquée par le chaos des Kennedy. Elle les appelait des gorilles qui criaient plus fort au petit déjeuner que les mouettes derrière la fenêtre. Mais le vieux Joe, ce renard rusé, comprit instantanément qu'il avait devant lui l'élément manquant du puzzle. Jacqueline représentait cette vieille Amérique dont les portes lui avaient été fermées en 26. Cette union transforma la structure physique même du domaine. En 1956, Jack et Jackie achètent la maison voisine au 111 Irving Avenue. À partir de ce moment, Yannisport cesse d'être simplement la maison d'un seul homme et se transforme en un véritable clan, un village fermé au sein du village. Ce fut la naissance du légendaire Compound. Désormais, deux maisons s'y dressaient, symbolisant deux générations. Si la maison de Joe était la forteresse du patriarcat, celle de Jack et Jackie devint la vitrine d'une nouvelle ère. Jackie apporta à l'esthétique austère des Kennedy une sophistication qui n'y avait jamais existé. Elle détestait les vieux meubles affaissés de sa belle-mère, mais dotée d'un goût impeccable, elle ne les jeta pas tous. Elle entama un subtil jeu, mélangeant le chic français à la brutalité marine. C'est à cet instant que le domaine acquit son langage visuel culte. Non pas simplement une riche demeure, mais un lieu où l'élitisme semble naturel, comme le sable sur la plage. Le mariage de Jack et Jackie transforma une résidence privée en scène pour la mythologie nationale. Les murs commencèrent à absorber non seulement le sel, mais aussi les éclairs des flashs photographiques, car désormais, derrière la clôture blanche, vivait non pas simplement une famille, mais les futurs rois et reines de Camelot. Bienvenue à l'intérieur de la grande maison, le cœur de cet empire. Si vous étiez entré ici en 1960, votre première impression aurait été trompeuse. Vous vous attendiez à voir de l'or, du marbre et du lourd velours, digne d'une famille dont la fortune se chiffrait en centaines de millions de dollars. Au lieu de cela, vous accueille l'odeur de la cire pour parquet, mêlée à l'air humide et salé, et le craquement des vieilles lattes de parquet. Ici, dans les 21 pièces de la résidence principale, se jouait la plus complexe pièce psychologique. La maison ne pressait pas l'invité par le luxe, elle l'oppressait par son histoire. Rose Kennedy, maîtresse de ce monde, a créé une esthétique que l'on appellera plus tard style preppy ou chic usé. Mais à l'époque, c'était simplement une philosophie de confiance. Les meubles étaient recouverts de simples crotonnes à motif floral, les fauteuils en osier grinçaient, et il n'y avait pas de place sur les murs pour de coûteuses toiles de maîtres anciens, parce que chaque pouce carré était occupé par quelque chose de plus précieux pour les maîtres de maison, leurs propres images. Les murs des couloirs et des salons murmuraient non pas de la culture de la Renaissance, mais du culte de la famille. Des centaines, des milliers de photographies dans de simples cadres en bois couvraient les surfaces des tables, les manteaux de cheminée et les murs le long des escaliers. C'était un temple érigé à soi-même. Ici étaient capturées les victoires en régate de voile,
les poignées de main avec le pape, les diplômes de Harvard. Psychologiquement, cela fonctionnait infailliblement. Quiconque entrait dans cette maison comprenait instantanément qu'il n'était pas simplement en visite, mais au sein d'un club fermé d'élus. L'élément le plus étrange et le plus révélateur de la décoration était le couloir rempli d'armoires vitrées, rempli de poupées. Rose les collectionnait du monde entier, et ses yeux de porcelaine, fixant les passants, créaient une sensation inquiétante de présence d'observateurs silencieux. C'était une collection de trophées de voyage, un rappel que le monde n'était qu'un magasin de jouets pour les gens de leur envergure. Mais la véritable dualité de la maison se cachait dans sa structure verticale. Si le rez-de-chaussée, avec sa véranda ensoleillée et ses meubles blancs, était le visage de la morale puritaine et de l'ouverture, le sous-sol gardait le secret de l'origine de leur succès. Là, en bas, Joseph Kennedy avait installé un cinéma professionnel, le premier cinéma privé de toute la Nouvelle-Angleterre. C'était un hommage à son passé à Hollywood, mais aussi une puissante métaphore. Murs recouverts de velours rouge, projecteurs professionnels, fauteuils moelleux. Ici, la famille apprenait à comprendre la puissance de l'image. Tandis qu'en haut, les enfants révisaient l'histoire, en bas, ils apprenaient comment se présenter à l'écran. C'est précisément dans ce sous-sol que se forgeait la compréhension que la politique est la continuation du show business. Le contraste était frappant. En haut, ascétisme et discipline. En bas, magie de la lumière et illusion. Le centre de commandement était la salle à manger, mais le vrai trône se trouvait sur la large véranda qui entourait la maison. Là se dressait le fauteuil préféré de Joseph. De là s'ouvrait la vue sur la célèbre pelouse descendant vers l'océan. Cette pelouse n'était pas simplement de l'herbe, c'était un polygone. Joseph pouvait y rester assis pendant des heures, observant ses enfants jouer au touch football. Son regard était un radar. Il évaluait non pas l'adresse, mais le caractère. Qui avait capitulé? Qui avait triché? Qui avait pris le leadership? L'architecture de la maison était conçue pour être un panoptique, un lieu d'où tout était visible. Aucune intimité. 9 salles de bain pour une immense famille, et des invités permanents créaient une file d'attente éternelle et un tumulte, forçant les occupants à être constamment en vue, constamment sur le qui-vive, constamment en interaction sociale. À novembre 1960, la maison s'était transformée définitivement. Le salon s'était mué en quartier général des communications. De longs câbles téléphoniques serpentaient sur les tapis persans qui se souvenaient des pas du petit Jack. Dans la pièce appelée la Sunny Room, des cartes des États étaient accrochées. La maison, qui avait été construite comme un refuge du monde, absorbait maintenant le monde. 12 chambres étaient bondées de conseillers, de stratèges et de membres de la famille. L'air était électrisé par la fumée de cigarettes et l'attente. C'est précisément ici, dans ces murs revêtus de bois blanc, que le vieux rêve de l'Irlandais paria devint réalité. Mais la grandeur de ce moment portait déjà en elle les germes d'un silence futur. La maison débordait de vie, elle bourdonnait comme une ruche, mais elle avait été conçue pour le triomphe, non pour le réconfort. Et quand les fanfares se tairont, ces 21 pièces deviendront trop vastes pour ceux qui resteront en vie. Mais chaque grandeur a son prix, et la facture des ambitions de Joseph Kennedy fut présentée à la maison avec une rapidité effrayante. Si la première moitié du XXe siècle fut l'histoire de l'ascension, les années 60 transformèrent cette demeure immaculée en décor d'une tragédie grecque antique. Le moment charnière survint non pas à Dallas, mais ici même, sur cette véranda,
le 19 décembre 1961. Joseph Kennedy, architecte de la dynastie, ambassadeur, homme dont la voix faisait trembler les sénateurs, subit un massif AVC. En un instant, le tyran et le créateur se trouva piégés dans son propre corps. C'était une ironie cruelle du destin. L'homme qui avait construit cette maison comme un haut-parleur pour sa volonté perdit la capacité de parler. Désormais, il était assis dans son fauteuil en osier préféré, enveloppé dans une couverture, et regardait l'océan. Son regard était clair, mais ses lèvres étaient muettes. La maison, habituée à son rugissement, plongea dans un silence inquiet. Cette tragédie personnelle du patriarche a révélé un profond conflit moral ancré dans les fondations du domaine. Joseph exigeait de ses enfants la victoire à tout prix. Mais désormais, il était un monument vivant à la fragilité de la force humaine. La famille continuait à fonctionner autour de lui. Rose Kennedy, démontrant un stoïcisme effrayant, continuait à s'habiller pour le dîner et à tenir des conversations mondaines, comme si son mari était simplement fatigué et non transformé en infirme. Cette scène, le père paralysé en tête de table et la famille jouant à la normalité, est devenue le symbole de l'ambivalence morale des Kennedy. Ils savaient maintenir la façade, même quand l'édifice s'effondrait de l'intérieur. Était-ce de l'héroïsme ou une forme de déni profond? Aux spectateurs de se demander seulement à quoi pensait le vieux Joe, regardant ses enfants dorés, sachant qu'il ne pouvait plus les protéger avec son argent et ses relations. Et puis est arrivé novembre 1963. L'assassinat de John Kennedy a fondu l'histoire de la maison en deux. Yannisport, qui 3 ans plus tôt était la résidence d'été du président, le quartier général du Summer White House, s'est instantanément transformé en forteresse de deuil. C'est ici, et non à Washington ou New York, que Jacqueline Kennedy est revenue. Et c'est ici que nous voyons le deuxième personnage clé, sous un jour complètement différent. Jackie, qui semblait auparavant un élément étranger, un vase fragile parmi des marteaux d'acier, est devenue la barre d'acier dans le moment de la catastrophe. Elle errait dans les pièces de la maison sur Irving Avenue, vêtue de noir, sur fond du même océan qui se souvenait de leurs jours heureux. Sa présence dans la maison en changea le sens. Avant, c'était un lieu de pouvoir. Maintenant, c'était un lieu de mémoire. Jackie fut confrontée à un dilemme terrifiant. Préserver le mythe de Camelot qu'elle avait elle-même aidé à créer, ou laisser la réalité détruire l'image de la famille. Elle choisit le mythe. Dans ses murs, où chaque objet rappelait Jack, ses livres, sa collection de dents de baleine, Scrimshaw, son rocking chair, elle prit la décision de sceller la légende. Elle cacha au monde ses maladies, ses aventures, ses faiblesses, ne laissant que l'image du héros. Mais le plus terrible se déroulait dans la grande maison. Au vieux Joe, on ne dit pas immédiatement la mort de son fils. Rose interdit d'allumer la télévision et la radio dans sa chambre, craignant que la nouvelle le tue. Imaginez cette atmosphère. La maison pleine d'agents du Secret Service, de parents en pleurs et de téléphones sonnant. Mais dans la chambre du patriarche se joue un spectacle de calme absolu. Ce fut le moment de vérité pour la philosophie des Kennedy. La réalité est trop terrible, donc nous créerons la nôtre. En fin de compte, quand Joe apprit la vérité, il ne put pas crier. Selon les témoignages des infirmières, il ferma simplement les yeux et des larmes coulèrent sur son visage paralysé. La maison, construite pour défier Dieu, avait perdu. Les murs qui devaient protéger du monde extérieur n'avaient pas pu protéger d'une balle. L'idylle avec la clôture blanche, qui suscitait l'envie de toute l'Amérique, apparut soudain comme une cage dorée, à l'intérieur de laquelle s'agitaient des gens qui avaient tout, sauf un avenir.
À partir de ce moment, Yannisport cessa d'être une usine à rêves. Il devint un mausolée, où les vivants étaient forcés de coexister avec les fantômes de leurs espoirs déçus. Le cauchemar revint en juin 1968. L'assassinat de Robert Kennedy arracha définitivement le voile d'invulnérabilité à Yannisport. La maison, conçue par Joseph comme un tremplin pour président, se transforma en bunker pour orphelins. Le vieux patriarche, toujours enfermé dans sa paralysie, vit son plan s'effondrer. Mais le véritable effondrement survint 1 an plus tard. L'incident du pont de Chappaquiddick, impliquant Ted Kennedy, détruisit les restes de la supériorité morale de la famille. Le rêve de retour à la Maison-Blanche sombra dans les eaux sombres avec la voiture du sénateur. Il semblait que ce soit la fin. Mais c'est précisément à ce point de crise absolue qu'a lieu une transformation étonnante. Ted Kennedy, le petit de la famille, revint dans la grande maison non pas pour se cacher, mais pour assumer un nouveau fardeau. Il repensa lui-même le but de l'héritage. Au lieu de la poursuite du pouvoir suprême, il choisit le chemin de la préservation. En restant père de substitution pour 13 neveux et nièces, il transforma l'usine froide du succès en hôpital pour les âmes. La célèbre pelouse ne fut plus une arène de compétition cruelle. Elle devint un lieu où l'on apprenait à survivre. Ted transforma l'ambition égoïste de son père en service public, devenant le lion du Sénat. La maison cessa d'être une forteresse de conquérants et devint un phare de résilience, prouvant que la grandeur n'est pas l'absence de chute, mais la capacité de se relever quand tout le monde attend votre fin. Aujourd'hui, la grande maison a été remise à l'Institut Edward Kennedy. Le silence des salles muséales a remplacé le bruit des disputes familiales furieuses. Mais Yannisport reste quelque chose d'incommensurablement plus grand qu'une simple propriété d'élite. C'est la réponse américaine aux mythes antiques, figés dans le bois blanc. L'histoire de ce domaine se transforme en leçon universelle. Les ambitions peuvent ériger des murs, mais seule la loyauté peut maintenir le toit quand arrive la vraie tempête. Nous regardons ces images, non plus avec l'envie des spectateurs des années 60, mais avec une compréhension profonde, presque douloureuse. C'est l'histoire non pas de la richesse, mais de la fragilité. Comme cette fameuse petite lumière verte du Grand Gatsby, le domaine des Kennedy est devenu le symbole d'un rêve éblouissant, mais inaccessible. Mais contrairement au héros de Fitzgerald, ce clan a survécu, parvenant à transmuter sa tragédie personnelle en héritage historique. En substance, l'esthétique Kennedy n'est pas simplement des yachts, des pulls en tricot grossiers et des sourires bronzés. C'est l'art de garder le dos droit quand ton monde s'effondre en morceaux. La maison se dresse toujours sur ce cap battu par les vents. L'océan frappe toujours le rivage, absolument indifférent à la grandeur humaine et au chagrin. Et dans cette constance se cache le sens final. Les empires tombent, les gens partent, mais la légende du courage de vivre malgré tout reste éternelle.